Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour faire des révélations avec mon invité habituel. Il s'agit de Datoinje Sedegbedo Kofi-Aza, le vénérable Naha. Il est le grand commandeur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère et il a bien voulu, chaque fois que nous avons besoin de lui, nous faire des révélations. Aujourd'hui, il nous fera des révélations sur une thématique que vous connaissez déjà, mais que je me fais un plaisir de vous rappeler. Les interruptions volontaires ou involontaires de grossesse et leur lien avec la divinité Torosu, le roi des eaux. Et là, quand on parle de la divinité Torosu, on parle du panthéon béninois. Mesdames et messieurs, chers internautes, je vais donc inviter pour vous et à mes côtés Datoinje Sedegbedo Kofi-Aza, le vénérable Naha. Vénérable Naha, vous voudrez bien me rejoindre sur ce plateau, s'il vous plaît, pour le bonheur. Ah, il est en train de parler. En fait, aujourd'hui, il se fait désirer. Je ne sais pas si je vais vous demander d'applaudir. Bon, non. Tapotez les écrans, partagez le live et surtout, dites à tout le monde de nous suivre, dites à tout le monde de nous recevoir ici, sur ce plateau. C'est vrai que nous sommes en direct. Nous sommes en direct, donc, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos bureaux et nous sommes très, très heureux de vous faire encore partager de très, très bons moments. Et c'est sans langue de bois que notre invité va nous faire des révélations. Oui, c'est parce que vous ne tapotez pas les écrans. Vous ne tapotez pas les écrans, vous ne partagez pas le live. Il s'est dit que chaque fois quand il vient, il ne vous sent pas trop, même si vous êtes là. Et donc, il se fait désirer. Mais je sais qu'il va venir. C'est un peu d'exercice pour moi. Là, il s'amène. Et donc, recevez avec moi le vénérable Naha, Datoinje Sedegbedo. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais à merveille. Je vois que vous allez très bien. Vous avez vu, non, il est dans le blanc-bleu. Je ne sais pas si c'est pour représenter la divinité Torosu, c'est ça? Trop, c'est l'eau, c'est du blanc-bleu. Ah, d'accord. Bon, j'ai bien vu. Mais c'est aussi utilisé par le serpent aussi. Oui, je sais. Je suis très contente d'être encore à vos côtés ce matin pour faire des révélations. Et comme je le disais à nos internautes, à nos TikTokers, à nos Facebookers et à nos YouTubers, aujourd'hui, on va faire des révélations sur le lien entre la divinité Torosu, le roi des eaux, et les interventions volontaires de grossesse ou les interventions involontaires de grossesse, parce que ça peut arriver pour des circonstances médicales données. Vénérable Naha, votre petit mot à l'endroit de nos amis? Déjà, je veux leur dire que c'est un plaisir pour moi d'être utile. Utile à mes compatriotes, utile à l'humanité et utile à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, nous admirent. Déjà, je tiens à les remercier parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous viennent de partout. Des félicitations également qui nous viennent de partout. Je crois que ça fait plaisir et ça encourage à continuer davantage à apporter la lumière au plus grand nombre des humains parce que les difficultés que nous avons, une grande partie peut être réglée avec la connaissance, avec la lumière que nous pouvons apporter à nos frères et à nos sœurs. Donc, c'est un devoir pour nous. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il trouve que c'est un devoir, un service que de servir la communauté. Il dit aussi souvent que l'ignorance est le plus grand péché que l'homme puisse connaître. C'est ça, hein? Oui, le seul vrai péché qui existe sur cette terre, le seul vrai péché qui existe sur cette terre, c'est l'ignorance. D'accord. Et c'est pour reculer ces frontières de l'ignorance, que vous avez décidé de chaque fois nous faire des révélations, de partager vos connaissances, vos recherches avec nous. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, Vénérable Naha, Datoinje Sedegbedo, pour ceux qui vous reconnaissent votre prééminence, au professeur Kofi-Aza, simplement pour tout le monde. C'est quoi les interruptions volontaires de grossesse, sans entrer bien sûr dans des explications médicales? C'est pas encore que là, nous ne sommes pas un néophyte dans ce sens. Vous savez, il y a des moments où l'on n'a pas envie, peut-être, compte tenu des circonstances par lesquelles une grossesse est survenue, soit par viol, soit par inceste ou également par ce que nous disons enfant, ouais. C'est-à-dire que le précédent enfant n'a même pas encore 1 ou 2 mois et voilà une autre grossesse qui surgit. Ou alors, quelques mois après une césarienne, quand on tombe enceinte, c'est des grossesses à haut risque, donc on est obligé volontairement de les expulser.
Mais il y a des moments où on peut également ne pas forcément vouloir et expulser aussi une grossesse. Vous voulez bien parler de ce cas-là? Vous savez, il y a des cas où la femme a des tumeurs dans son utérus et ces tumeurs-là constituent un handicap pour l'épanouissement de la gestation. Parfois, ce sont les tumeurs-là qui provoquent maintenant l'écoulement du sang et puis bon, l'avortement, quoi, en quelque sorte. Ou alors, il y a des cas où la grossesse ne se retrouve pas à l'intérieur de l'utérus, donc extra-utérine. Donc, on est obligé d'expulser ça. Et ça, parfois, ça a des risques parce qu'il y a des moments où ça fait partie les ovaires de la femme. Je dis les ovaires parce que si la grossesse est jumellaire, que ça se retrouve hors de l'utérus, on est obligé de faire une ablation systématique des ovaires. Et là, c'est que la femme devient stérile à vie, ou alors peut-être c'est un seul qu'on enlève et puis elle a 50% de chance de concevoir encore à nouveau. Donc, il y a pour ces cas-là où on est obligé d'expulser ou alors la grossesse elle-même se descend, quoi. Et tous ces cas sont appelés des interruptions volontaires? Volontaire, quoi qu'on dise. Pourquoi? Pour l'invisible, c'est volontaire parce que toute gestation entamée doit aller au bout du processus. Ça, c'est l'invisible. Ça, c'est la conséquence de l'invisible. C'est la due loi de la vie. Hein? Voilà. Donc, toute grossesse entamée doit aller à terme du processus, puisque la nature elle-même dispose des outils qu'il faut pour consolider, même si au niveau du col de l'utérus, il y a une certaine défaillance, même si au niveau de la femme, la présence des tumeurs peut ou constituer un risque et tout ça, où il y a parfois des femmes qui sont hypertendues et commencent par développer l'hypertension sur la grossesse, et là où également ça provoque l'hémorragie et tout. Donc, il y a des dispositions que la nature a prévues pour corriger ça, mais malgré ça, il y a eu des fois où on fait tout et la grossesse descend, effectivement. J'aimerais, tel que vous en parlez, je me dis, c'est sûr qu'il y a un prix à payer, mais bon, on verra tout au long de l'émission s'il y a un prix à payer. Les interruptions volontaires de grossesse, c'est toute grossesse qui n'est pas arrivée à terme selon l'invisible. D'accord. Est-ce que ces grossesses qui n'arrivent pas à terme, vous avez déjà cité quelques différentes sortes, on comprend aisément qu'il y a des cas où c'est que la femme n'a pas le choix. La femme n'a pas le choix. Ce serait peut-être une question de vie ou de mort, quoi. Voilà. Entre sauver la vie de la mère. Là, il n'y a même pas de choix parce qu'il n'y a que la vie de la mère qui soit en jeu, puisque la grossesse n'est même pas allée à terme, donc on ne peut même pas dire qu'on veut sauver l'enfant. Parce que pour sauver l'enfant, il faut que la grossesse dispose au moins de 6 mois et demi ou 7 mois avant qu'on ne puisse sauver cet enfant. Mais avant ça, ce n'est pas évident. La question que les gens se posent souvent, hein, est-ce qu'une grossesse qui n'a pas encore 6 mois est un être humain? On peut dire qu'on a tué quelqu'un? Bon, parce que j'ai prévu de dire les choses telles qu'elles sont. Une grossesse qui n'est pas allée à terme, une grossesse qu'on n'a pas accouchée, on ne peut pas formellement dire qu'on a tué un être humain. Il faut être sérieux. Parce que pour qu'un être humain soit au complet, il faut qu'il soit doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. La grossesse, quand ça surgit, dès les 4 premières heures après la fécondation, il y a l'esprit qui rentre dans le corps de la femme. Mais après ça, c'est terminé. L'âme personnalité ne rentre pas dans le corps. Mais l'âme tourne autour de la femme en état, jusqu'à ce que l'enfant sorte du ventre et qu'on coupe le lien qui lie l'enfant à la mère. Parce qu'un seul corps ne peut abriter 2 âmes. Aucun corps sur cette terre ne peut abriter 2 âmes à la fois. Mais un corps peut abriter plusieurs esprits à la fois. Ce qui fait qu'une femme peut porter des jumeaux. Les esprits sont là. Mais l'âme personnalité ne rentre pas dans le corps. De sorte que ce n'est qu'à la naissance et après la coupure du cordon ombilical que l'âme personnalité rentre dans le corps de l'enfant. Et là, l'enfant est au complet. On peut parler d'un être au complet. Donc, en réalité, une IVG n'est pas, a priori, au niveau de l'invisible, un meurtre. Si on doit être sérieux. Mais c'est important de souligner que tout IVG provoque forcément la colère des énergies aquatiques. Voilà. Soyons clairs. Ne venez pas dire après, vous n'allez pas écrire, vous n'allez pas dire dans les forats que le professeur Kofi Aza a dit qu'avorter
n'est pas écrit. Il n'a pas dit. Non, je n'ai pas dit non plus, je n'ai pas encouragé non plus les IVG. Ce n'est pas encouragé, mais je dis ce n'est pas un meurtre. Voilà. Faire un avortement ne veut pas dire tuer un être humain. Mais toujours est-il que vous avez tué quelque chose. Forcément. Voilà. Donc c'est clair, hein. C'est pas bon de commettre un avortement, c'est pas bon d'enlever une grossesse, c'est pas du tout bon parce que les conséquences certainement au niveau de l'invisible ne seront pas des plus agréables. On va aller maintenant, professeur Kofi Aza, sur ce que nous voulons savoir de très très important. Hein. Là, on connaît ce qu'est une intervention volontaire de grossesse. Il y a plusieurs cas qui font qu'on est obligé et amené à faire cela. Des fois peut-être sans le consentement du papa, des fois avec le consentement du papa. Pourquoi vous souriez? Je souris parce que si les pères de famille pouvaient savoir combien d'IVG leurs femmes font à leur insu. Professeur, je pensais que vous vouliez... Non, quand même. Ben oui, justement. Pourquoi cette réflexion? Oui, cette réflexion parce que je suis un homme aussi. Alors vous posez souvent cette question? Oui, je me pose souvent cette question parce qu'il y a des fois la femme tombe enceinte, mais elle n'a pas envie parce qu'elle a peut-être un enfant, donc le reste, elle a envie de faire un peu d'IOFI, comme on le dit. Hein, vous aimez ça quand même? Oui, c'est de bonne guerre. Donc pour ça, elle n'est pas prête à avoir une maternité accélérée. Donc des fois, ça vient. Et si on informe le père, il va dire, ah, il faut garder pour qu'on ait un second enfant ou on ait un troisième enfant. On préfère ne rien lui dire, mais effacer ce tableau rapidement et puis remettre le compteur à zéro. Tableau. Ben ouais. Vous souriez, mais vous dites des choses assez par rapport aux femmes. Non, mais c'est la réalité des fois aussi. Hein. Mais il y a aussi des fois que la femme ne veut pas. Elle veut bien garder, mais face au risque, elle n'a pas le choix. Non, pas forcément ça. Si la femme veut garder, elle garde, à moins que la grossesse pose un problème de sécurité. Non, pourquoi les spirituels et la nature, parce que c'est l'impression que j'ai, n'ont pas de mot tendre envers la femme? Nous sauvons l'humanité, vous portons, nous faisons tout, mais si d'abord personne ne nous comprend, nous. Non, on vous comprend, puisque chaque fois quand la femme accepte ou non, est tombée enceinte, c'est qu'elle met sa vie en danger. Vous êtes d'accord sur ce fait? Bon, ça c'est clair, elle met sa vie en danger. Toute femme qui tombe enceinte, volontairement ou involontairement, met sa vie en danger. Et ce n'est pas toutes les femmes qui tombent enceintes qui accouchent, et ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent qui s'en sortent indemnes non plus. Il y a souvent des séquelles qu'on porte, ou parfois on y laisse la vie. Donc, ça là, on reconnaît que la femme prend d'énormes risques en acceptant ou en tombant enceinte volontairement ou involontairement. Donc, ça là, c'est clair. Mais il y a eu des fois où la femme, méconnaissant sa vraie nature, passe à côté de certaines réalités spirituelles. D'accord. Chère femme, faites l'effort de mieux vous connaître pour ne plus passer à côté de certaines réalités spirituelles. C'est très important. De toute façon, je sais que les femmes prennent beaucoup de risques. En fait, je posais la question parce qu'il y a des femmes qui ont bien envie d'avoir des enfants, mais qui psychologiquement ou émotionnellement ne se sentent pas prêtes. Ça arrive aussi. Ça arrive. Ou des fois, c'est que vous êtes tout le temps au dehors et que ça les traumatise. Non, forcément parce qu'elle a subi un traumatisme. Elle a subi forcément une situation qui, en quelque sorte, a bouleversé sa psychologie. Et voilà, donc, et là, c'est un travail purement d'écoute qu'il lui faut, quoi. Il faut l'écouter, il faut lui parler. Mais l'invisible ne pardonnera pas. Est-ce que l'invisible pardonne? L'invisible prend acte des choses, mais le problème, c'est au niveau de la nature. C'est au niveau de la nature que tout se joue. D'accord, donc l'invisible prend acte. L'invisible prend acte de tout ce que Et la nature? La nature applique la loi de la compensation. C'est-à-dire? Parce que tout vide doit être comblé. On apprend beaucoup de choses sur Révélation. Hein. J'espère que vous êtes toujours là, un chef TikToker, Facebooker. De toute façon, une chose est sûre, quand l'émission sera terminée sur ce direct, vous aurez la possibilité de regarder après sur YouTube. Donc, cette même émission, c'est vrai que ce sera monté. Il y aura certaines parties qui n'y seront pas. Mais n'oubliez pas. Vous connaissez les règles de TikTok, hein? Tapotez, ne vous fatiguez pas. Tapotez, en fait, moi j'aime tapoter jusqu'à ce que quand le cœur commence par remplir là, ça remplit jusqu'à ça fait un trait. Et puis vous reprenez. En fait, c'est comme le jeu aussi. Hein. Vous apprenez de belles choses, vous avez des révélations. Et puis vous encouragez les personnes qui sont sur ce plateau, toute l'équipe, à pouvoir faire davantage un peu plus. On va parler maintenant, concernant toujours les clarifications conceptuelles, de la divinité Torosu dans le panthéon du vaudou au Bénin. C'est quoi Torosu? C'est vrai que quand on entend ça souvent en fond, ça fait voir des os, c'est ça. Hein? Maintenant, je ne sais pas si c'est la
la compréhension correcte. Littéralement, Toros veut dire roi des eaux. D'accord. Mais il y a quelque chose qu'il faut Pas de vue. faut perdre de vue, c'est que le Bénin n'a pas l'apanage de Toros. Ah, c'est rassurant. Donc, je peux dire tradition africaine. Même la tradition africaine n'a pas l'apanage de Toros. Toros, c'est une énergie universelle. Ok. C'est l'énergie aquatique. C'est l'eau. D'accord. Qui est partout. Mais chaque peuplade a déifié cette eau sous des noms différents. D'accord. Quand on prend par exemple les peuplades hindous, eux, ils appellent ça Ganesha. Ah, c'est lui. Voilà, ils appellent ça Ganesha. C'est juste Toros. Et eux, ils représentent ça par un enfant à tête d'éléphant et à corps d'humain. Voilà. Parce que Toros, il ne faut pas oublier, ces archétypes sont des amphibiens. Okay. Or, l'éléphant est un mi-amphibien, comme l'hippopotame aussi est un mi-amphibien. Comme les crocodiles, les caïmans, tout ça, ce sont des mi-amphibiens. Les grenouilles, les crapauds, le canard par exemple, voilà, ce sont des amphibiens. Et tous ces amphibiens-là constituent des archétypes pour Toros, compte tenu de chaque peuplade. Okay. Au niveau de l'aire culturelle Adjatado, nous, on a adopté la grenouille. C'est pour ça que le symbole de Toros, c'est la grenouille. Au niveau de l'aire culturelle Nago Yoruba, ils ont adopté le canard. Okay. Au niveau de l'aire culturelle Gain, Mina et Ashanti, ils ont adopté le caïman. D'accord. Voilà. C'est ça qu'ils appellent Adjakpa? Adjakpa Koliko. Ok. Voilà. Donc, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, ils ont adopté l'hippopotame. Dego Baou. Dego, voilà. Dego, ils ont adopté l'hippopotame. Donc, chaque peuplade a adopté, au niveau, par exemple, de l'Égypte antique, ils ont adopté les crocodiles. Au niveau des crocodiles du Nil, ils ont adopté ça comme l'archétype de l'énergie aquatique. Et les spécialistes de ça, c'est la peuplade, c'était les cultivateurs du pharaon qui avaient leur demeure tout au long du Nil. Et à la chute de la dynastie, ils ont décidé alors de se rabattre sur sur la deuxième vallée au monde. Ah, la vallée de Lomé. La vallée de Lomé. C'est la fierté que donc, après le Nil, c'est la deuxième vallée, c'est la vallée de Lomé au Bénin. Donc, ils sont venus, ils se sont installés tout au long de la vallée de Lomé. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Tolinou. Ah oui, j'entends ça. Les Tolinou. Bon, on parle de Tori. R, le mot, la lettre R n'existe pas en fond, au fait. Donc, quand on dit Torinou, c'est Tolinou. C'est la voie du Nil, la voie de la vallée, la voie de l'eau. Oh. Et quand vous les prenez, qu'ils soient de l'Atlantique ou de l'Ouémé, ils parlent les mêmes dialectes. C'est des Égyptiens. Et ils étaient des cultivateurs des pharaons. Avec quelques dissonances, quelques changements un peu. Oui, c'est presque la même peuplade qui s'est installée un peu partout, depuis, je dirais, à Bananké, en passant par Tori jusqu'à la vallée de Lomé, Bonou, Dangbo, tout ça là. C'est les mêmes peuplades. Les Tolinou. Les Tolinou, voilà. Donc, chaque peuplade a adopté donc des archétypes spécifiques. C'est pas la même chose partout. Donc, il ne faut pas penser que quand on dit Toros là, c'est uniquement le Bénin ou le Dahomey. Non. C'est un peu partout. Il s'agit de l'énergie aquatique qui est l'énergie principielle de l'eau. Et à partir de ce moment-là, nos aînés, eux, à leur niveau, ont déifié l'énergie aquatique et lui ont attribué le nom de Torosu tout simplement. Mais Torosu, c'est également un nom générique. Ok, parce qu'il y en a certainement plusieurs. Il y en a plusieurs. D'accord, ne le dites pas encore. D'accord. Ne le dites pas encore. C'est vrai que quand vous n'avez pas cité l'Europe, mais les Américains. Non, les Européens, à un moment donné, ils ont commencé par combattre tout ce qui est réalité occulte. Okay. Et ça a commencé en Angleterre. Sinon, avant, c'était comment? Ils faisaient tout ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup sont venus en Égypte apprendre cela. C'est comme Thalès, Pythagore, Socrate, tout ça. Donc, c'est une question d'époque. C'est une question d'époque. À un moment donné, en Angleterre, il ne faut pas oublier que l'Angleterre a dominé l'Europe pendant très longtemps. Puis après le Portugal et tout ça. Eux, ils ont décidé de se christianiser, donc de combattre tout ce qui est... Tout ce qu'ils avaient fait. Tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qui valait enthousiasme. Sinon, quand on parle de la sorcellerie aujourd'hui, il y a encore des poches de véritables sorciers en Europe et surtout en France. J'ai rencontré... C'est à cause de nous que vous utilisez le mot sorcier, sinon vous n'avez pas ce mot-là. Non, je n'aime pas ce mot-là. C'est pour que tout le monde puisse comprendre. Vous pensez qu'en vérité, on dit quoi?
La connaissance, la haute science. D'accord. Voilà, la science, c'est la haute science. Et j'ai rencontré des communautés qui pratiquent la haute science actuellement. Hein. Je crois que on a eu plusieurs rencontres en 2016, 2017, 2018 et 2019. Qui sont en Europe. Qui sont en Normandie, en France. Ah. Qui sont en Normandie, en France. Donc, j'ai connu cette communauté-là et j'ai décidé de voir de plus près ce qui s'y passe. J'ai fait leur initiation et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont réussi à conserver encore intact un certain nombre de réalités européennes, traditionnelles bien sûr, même si beaucoup de choses leur échappent aujourd'hui. Donc, en Europe, il y a ce problème-là qu'ils ont. Mais en Asie, ils ont maintenu leur tradition, surtout en Inde, en Chine, au Japon et dans certaines peuples d'Asie, ils ont maintenu ça. En Amérique latine, oui. Maintenant, en Amérique du Nord, c'est nous là-bas. En Amérique du Nord, c'est les Européens qui ont envahi là-bas, ils ont décimé la population pour prendre leurs terres. Sinon, les Amérindiens. Les Amérindiens, les Mayas, les Aztèques, tout ça, en tout cas, toutes leurs progénitures ont été purement et simplement zigouillées. On s'est accaparé de leurs terres. Et là encore, cette partie de la surface a également perdu une bonne partie de ses réalités. Sinon, la connaissance endogène était répartie partout sur la planète. Ça me rassure. Ça me rassure. D'accord. Maintenant, on revient. C'est quoi l'énergie de l'eau, Tohosu? L'énergie de l'eau, Tohosu, c'est l'énergie qui gouverne en quelque sorte la puissance aquatique. Et quand je parle de la puissance aquatique, je ne parle pas de la puissance océanique. Pourquoi? C'est quoi la différence? L'énergie océanique, c'est une énergie complètement à part, qui n'a rien à voir avec l'énergie aquatique. Quand on parle de l'énergie aquatique, c'est l'énergie des eaux douces. L'eau qui coule. L'eau, ça peut être fleuve, lac, rivière, tout ça, étang, tout ça là, mais c'est l'énergie des eaux douces et non de l'océan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'énergie d'eau comment là-bas? Non, là-bas, c'est l'énergie océanique. L'énergie océanique. Non, c'est pour vous taquiner. Parce que ici, vous avez dit que l'eau est douce. Oui, là-bas, l'océan n'est pas aussi douce que ça. L'océan est un peu bouillant. Donc, je parle des eaux douces. D'accord. Et à ce niveau-là, c'est au fait la puissance qui permet de donner ou d'entretenir la vie. Donner, entretenir la vie. C'est la puissance qui permet de donner et d'entretenir la vie. Toute vie sur cette terre est donnée et entretenue par l'eau. D'accord. Donc, désormais, on peut dire que quand on parle d'énergie, de l'eau, l'énergie aquatique. Aquatique, c'est qu'on parle de la vie. Du don et de l'entretien de la vie. De la vie. C'est pour ça que quand on offense une gestation de vie, c'est qu'on offense directement l'énergie aquatique. Parce que c'est elle qui donne la vie et c'est à l'intérieur de l'énergie aquatique que la vie émerge. Donc, tout enfant, toute gestation démarre d'abord à l'intérieur de l'eau, donc à l'intérieur du liquide amniotique. D'accord. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'énergie qui est à la base de la vie et qui entretient également la vie. Et sans elle, il n'y a point de vie. En fait, je suis en train de me repositionner pour nous dire vous avez compris, tapoter. Surtout de partager le live, de partager le direct, de partager cette connaissance avec vos proches. Vous savez, quand vous avez une connaissance, il ne faut pas la garder pour vous. Vous pouvez partager, les gens ne vont pas vous comprendre, mais il faut toujours partager. Vous aurez au moins à un moment donné joué votre partition. Parce que si aujourd'hui vous avez l'opportunité de suivre ce genre d'émission, c'est parce que l'heure est venue pour vous et que, comme on le dit, l'élève est prêt et que le maître est là. Donc, partagez et puis tapotez nos écrans pour nous encourager. Surtout, n'hésitez pas. Quand on dit l'énergie aquatique, quand on dit le roi des eaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de peuplades et qu'il y a un roi. Maintenant, je fais le lien avec... C'est comme une famille. Ah, c'est comme une famille, d'accord. Vous allez nous parler de cette famille. Et puis, vous allez nous parler des différentes sortes de Tohosu qui existent. En fait, la famille, c'est quoi? Cette famille-là est constituée des nymphes. Au fait, c'est des humanoïdes à taille réduite. Ah, comment on les voit dans les animés là? Oui, c'est des nains, au fait. Ce sont des nains. D'accord. Qui peuplent ce monde. Mais ils reçoivent maintenant les esprits désincarnés par anticipation. Quand on parle des esprits désincarnés par anticipation, on parle des esprits des enfants
donc des bébés qui n'ont pas pu aller à terme. Ça, c'est la deuxième famille. La troisième famille, les esprits des enfants mal formés. Ok. Les enfants mal formés font partie de cette famille-là. Et après, les enfants qui sont décédés sans avoir poussé les dents. Okay. Un enfant qui est décédé sans avoir poussé les dents rejoint également cette famille. Retourne à son origine. Retourne à son origine, donc retourne à l'énergie aquatique. Donc, tout cela forme un monde autour du roi des eaux. Alors, quand on parle du roi des eaux, il y a 3 grandes familles. Il y a les Alokwe. Les Alokwe, ce sont des énergies aquatiques qui sont très attachées à la terre. Pourquoi? Parce que ils puisent leur source de l'énergie tellurique. Okay. On les appelle Alokwe. Et ceux-là sont souvent issus de ce que nous appelons les Hungbandans. Hungbandans, c'est les IVG qui interviennent avant 3 mois. Avant 3 mois. Et après ça, nous avons les Agbaolan-Zena. Agbaolan-Zena sont des espèces qui sont issues ou qui ont souffert de la trisomie. Okay. Ça peut être 21, ça peut être 24, mais qui ont souffert de la trisomie. Après cela, maintenant, nous avons des gens normaux, des enfants qui sont nés normalement, sans anomalie, et également sans trisomie et tout, mais pour une raison ou une autre, sont repartis. Avant 3 mois. Avant 3 mois, ou avant de commencer à pousser les dents. Ces enfants-là se retrouvent au niveau, à la lisière entre l'énergie océanique et l'énergie aquatique. Il y a cet endroit-là, je me rappelle plus du nom qu'on donne à ça, c'est l'endroit où l'énergie aquatique et l'énergie océanique se rencontrent. L'endroit où l'eau douce et l'océan se rencontrent. Ah oui, ça, un nom en français, moi-même, j'ai oublié. Et ça ne se mélange jamais. Ça ne se mélange jamais. Il y en a, je crois, à Pakwa ici, et puis il y en a à Grand Popo. Voilà. L'embouchure? L'embouchure, quelque chose comme ça. Ah. Exactement. Donc, à cet endroit-là précisément, il y a un torosso qui se manifeste là. C'est un torosso qui est lié à l'énergie océanique, donc à Adam. Ok. Et ça, on appelle ça câble à l'ado. Donc, cette énergie-là, par exemple, est constituée dans une calebasse et on attache la calebasse dans un tissu blanc. Ok. Parce que c'est à la fois torosso et dent. Par contre, les Agbaolan-Zena, on les fait dans 2 agbanusu, donc dans 2 couvercles de jarre, et on les referme et on met des taches du kaolin et également de la latérite rouge qu'on appelle les zinc. Des taches blanc-rouge. Blanc-rouge, voilà. Agbaolan-Zena, là, c'est lié à quel... Agbaolan-Zena, c'est les enfants qui ont souffert de la trisomie. Non, vous avez dit ça parce que alors c'était lié un peu à la terre. Voilà, lié à la terre. Océan et eau. Agbaolan-Zena. C'est les enfants qui sont directement rattachés à ce que nous pouvons appeler, pas forcément Rebioso, mais à un détachement de l'énergie du feu cosmique. Voilà. C'est pour ça qu'on y met du blanc-rouge. Le rouge, c'est pour signifier Rebioso, et le blanc, c'est pour signifier l'eau. Donc, l'eau qui s'est en quelque sorte accouplée avec le feu. En quelque sorte. Donc, voilà les 3. Maintenant, après ça, nous avons des torosso qui ont été, je dirais, qui ont subi une onction royale. Ok. Et là, c'est les progénitures liées au roi. D'accord. Et à ce niveau, on parle de Tovodun Nesukwe. Tovodun Nesukwe. C'est des torosso, hein, mais... c'est des divinités d'eau, mais d'essence royale. Voilà, d'essence royale. Et là, à ce niveau-là, précisément, on les démarque des autres torosso, et là, on parle de Tovodun Nesukwe. Et là, ce Tovodun Nesukwe, c'est l'apanage exclusivement de la dynastie Walda Bombay. Ok. On peut les retrouver n'importe où, et leur case est complètement différente. D'abord, ça ne reste pas à la maison, ça reste toujours dehors, et on leur fait une concession longue. C'est ça qu'on appelle Hogga. Hoggaga, ça dit que la longue case. Et pourquoi dehors? Pourquoi dehors? Toujours dehors parce que leur vénération implique un certain nombre de rituels
qu'on ne peut pas exécuter à la maison. Ok. On peut exécuter à la maison. D'accord. Maintenant, il y a aussi le fait qu'ils utilisent à outrance dans la Constitution la feuille que nous appelons Toboda. Or, Toboda, ce n'est pas une plante. Il n'est pas très bien de la mettre à la maison ou encore dans une chambre. Ça va avoir d'autres... Ça va avoir des conséquences. Donc, pour tout ça, là, on préfère les installer au dehors. Dans des rogas. Voilà, dans des rogas. Et là, maintenant, nous avons beaucoup. Parce que c'est leur, je dirais, leur chef de file, c'est Zomandonou. Chef de file, c'est Zomandonou. Mais après, nous avons Puelou, Adoumou. Donc, la prochaine fois qu'on entend ces noms-là, il faut savoir que c'est des Tobodo. Zewa, Ndaï, Rincien, Godjetor, Podolo, Tokpa, Toto, Renou. Tout ça, là, c'est des Tobodo au niveau. Et qui sont aujourd'hui des noms de famille. Bon, peut-être, chez certains, oui. Chez certains, oui. Mais c'est des Tobodo qui sont issus de la famille royale. D'accord. Donc, je ne vais pas demander plus. Si vous voulez en savoir plus, allez dans vos familles. C'est ça aussi, quand on est à la recherche de la connaissance. Il ne faut pas tout apprendre des autres. Il faut aussi aller chercher. Donc, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, en direct sur les pages du professeur Kofi Aza. Et le plus important, c'est que vous serez, vous et nous, vous pouvez regarder ça sur YouTube après, c'est très important. Et vous pouvez partager aussi. Les rendez-vous, normalement, c'est tous les vendredis et d'autres jours sur des cas exceptionnels. Maintenant, on va parler des influences de la divinité Torosu sur l'individu, sur vous et moi ou sur n'importe qui a été choisi par la divinité. Là, je présume que tout le monde ne peut pas avoir Torosu. Non, tout le monde peut avoir Torosu, évidemment. D'accord. Les influences. Mais il faut souligner qu'il y a des individus normaux, grands, comme vous et moi, mais qui sont Torosu. Comment ça? Bon, d'accord. Dites-nous déjà les signes distinctifs ou les... On va commencer un peu. Le premier signe distinctif, quand vous regardez leur orteil, c'est anormalement gros. Je vais regarder pour moi. Je vais regarder pour... Je suis terrible. Ce garçon-là, je vais voir la fille là-bas, là. Non, elle a un pied effilé. En même temps, c'est mieux, parce qu'on va se connaître aussi. D'accord. Donc, ils ont de gros orteils. Ils ont de gros orteils. Donc, de tous les pieds, là, c'est le plus gros. C'est le plus gros. Je vais finir de voir. Mais ils ont leur tête qui enfonce leur cou. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de petits coups. Ok. C'est tout comme si leur tête repose sur je sais pas comment... Déjà se reconnaissent. Déjà se reconnaissent. C'est la preuve en fait que le professeur ne dit pas n'importe quoi. Parce que même ici, là, les gens se reconnaissent. D'accord? Leur tête... Donc, ils ont de petits coups. Voilà. Leur tête s'enfonce sur on dirait que la tête pèse sur le cou, quoi. Sur le cou, sur les épaules. La tête pèse sur les épaules. D'accord. Voilà. Par contre, ceux qui sont influencés par... influencés par le serpent, par exemple, ont un cou allongé et puis avec des plis à l'intérieur. Suivez mon regard. Et là, c'est là, sont influencés par le serpent. D'accord. Bon, ça, c'est très important pour mieux vous connaître. Ça, c'est une autre paire de manches. Très important à savoir. Il y a des individus qui sont normaux, très beaux, bien, bien. Sans orteil gros. Voilà. Et quand vous regardez leur orteil, le gros orteil est anormalement gros et le cou un peu réduit en quelque sorte. Et là, c'est des gens qui sont rattachés directement à l'énergie aquatique. En fait, j'adore apprendre de vous. Ça permet de voir même ta coro. D'accord. Et à part ces signes? Non, c'est les signes distinctifs qui permettent les plus courants. Les plus courants. Maintenant, si jamais la personne n'a pas tout ça là, et qu'il apprend un jour, qu'il y a Torosu aussi. Non. Ça ne peut jamais. Non. Jamais de la vie. Pour que Torosu soit avec vous, c'est que Torosu vous marque. D'accord. Quand vous regardez ici là, combien de personnes sont marquées par Torosu? Ah, ça, je ne peux pas savoir, puisque je ne regarde pas tout le monde. Il faut regarder les pieds et les coups. Donc, ça, c'est pour mettre un peu de bonne humeur parce que nos internautes disent souvent qu'on est un peu trop sérieux. Mais tout ce qu'on dit, même en riant, c'est très sérieux. Mais bon, vous savez, il y a plusieurs manières de donner la connaissance et on sait qu'aujourd'hui, quand c'est dit dans la bonne humeur, ça entre plus facilement. D'accord. Donc, Torosu peut influencer des personnes normales, bien bâties. Voilà, bien bâties. Et qui ne sont ni trisomiques, ni mal formées. Rien du tout. Etc. Voilà. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, il faut également souligner que les influences de Torosu sont à plusieurs niveaux. D'abord, Torosu lui-même, là. L'énergie aquatique incarne la stabilité. D'accord. Incarne la stabilité. Je vais noter. Et elle est en quelque sorte la propriétaire. Je dis bien, elle est la propriétaire. Quand je dis elle,
je parle de leur mère. Ah. Parce que, Parce que oui, en principe, c'est tout un royaume. Voilà, en principe, quand on parle du roi des eaux, on devrait normalement dire la reine des eaux. La reine des eaux. Mais on parle du roi des eaux. Pourquoi vous dites roi des eaux? Non, vous savez, c'est le Pourquoi vous n'aimez machisme. pas toujours le connaître? Non, c'est le machisme. Mais au-dessus, au-delà de tous les torsos, c'est la femme qui est au-dessus et qu'on appelle Naya Guémon. Ok. Voilà. Et c'est elle qui est la reine, au fait, des moyens d'échange. Okay. Les premiers moyens d'échange, il ne faut pas oublier, même encore dans les années 80, on utilisait encore ça, c'était les coris. Oui. En Asie, dans les années 80, on utilisait encore les coris comme moyen d'échange. Donc, en Asie? Oui, en Asie, oui. Jusqu'en 1980, récemment, on utilisait encore les coris comme moyen d'échange. C'est la reine des moyens d'échange. Okay. C'est elle qui a donné les coris qu'on utilisait comme moyen d'échange à l'époque. Okay. Et elle contrôle tout ce qui est acquisition. Okay. Tout ce qui est acquisition, c'est-à-dire que tout ce que son moyen d'échange qu'elle a donné a pu acquérir, elle contrôle également ça. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dan n'est pas le propriétaire de l'argent. Les gens ne sont pas d'accord. Non, l'énergie aérienne n'est pas le propriétaire de l'argent. L'énergie aérienne, c'est une énergie de dispensation de biens matériels. Mais celle qui détient les moyens d'échange, même que ce soit les pierres précieuses, que ce soit les billets de banque, que ce soit les coris, tout ça, celle qui gouverne ça, c'est Naya Guémon. C'est son esprit qui plane sur tout ce qui est moyen d'échange qu'on utilise. Voilà, Akwer Vaudouin, effectivement. Et ce Vaudouin-là, c'est le Akwer Hossou à Guémon. Et en dehors de ça, il faut également souligner que Naya Guémon s'occupe également de tout ce qu'on peut laisser, tout ce qui est héritage, en quelque sorte. Okay. Et si elle n'est pas contente, vous pouvez laisser 1000 immeubles en héritage. En quelques années, les enfants vont tout dilapider. Et tout va disparaître. Donc, si vous devez avoir des acquis qui doivent perdurer dans le temps, qui doivent faire avancer votre nom à travers le temps et l'espace, c'est qu'il faut forcément son onction. Okay. Donc, voilà son rôle. Alors, en influençant sous le phénomène de l'IVG, l'énergie aquatique commence par perturber tous vos acquis. C'est que tout ce que vous avez déjà réalisé, ça commence par les perturber. Et ça commence par perturber vos sources de revenus. Les sources de revenus, c'est que si j'ai une entreprise, une boutique, ça perturbe tout ça. Ça perturbe tout ça là. Et au fait, ça empêche la source de revenus de vous apporter le moyen d'échange. Oui, elle bloque tout. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, puisque son rôle premier est de donner et d'entretenir la vie, elle commence pas à influencer négativement votre appareil reproducteur. Donc, elle commence pas à empêcher l'appareil reproducteur de donner et d'entretenir la vie. Ça, c'est une colère. Et à partir de ce moment-là, les menstrues commencent par être perturbées. Ça, c'est elle qui fait ça? Oui, c'est elle qui fait ça. Les menstrues commencent par être perturbées. Les hormones commencent par être perturbées, de sorte qu'elle peut même faire pousser des tumeurs à l'intérieur de l'utérus pour empêcher, soit partiellement ou définitivement, cette femme-là de concevoir à nouveau. Donc, voilà les deux points sur lesquels elle agit surtout. Donc, les acquis, donc les sources de revenus et tout ce qui va avec. Puis maintenant, la capacité de donner à nouveau la vie, elle bloque ça jusqu'à ce qu'on lui fasse les rituels d'expiation, les offrandes nécessaires, les purifications nécessaires, avant qu'elle ne lève maintenant le pied sur cette incapacité partielle ou totale. Je voulais commenter, mais je ne vais pas commenter pour attirer la colère de la divinité. La vie, c'est la loi de la compensation. La nature applique la loi de la compensation. Tout vide doit être comblé. Tout vide doit être comblé. Et si vous ne voulez pas attirer la colère donc de celle qui donne et entretient la vie, en vous empêchant de donner vie et de continuer à bien vivre, faites les choses bien. Par ce point-là, cet aspect-là, ça embête beaucoup de gens. Ouais. Peut-être que c'est une IVG qu'on a eu à faire il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a oublié.
On a le temps d'oublier. N'oublie C'est pendant la jeunesse qu'on a le temps d'oublier. Et 30 ans après, ça refait surface maintenant. La loi de la compensation. Et quand ça refait surface, on court partout, on dit que c'est la sorcellerie. Et on est sûr que c'est la sorcellerie qui est en train de gâter vos affaires, qui est en train de gâter votre travail, qui est en train de gâter votre société. On est convaincu que c'est la sorcellerie, alors que la sorcellerie n'a rien à y voir. En tout cas. C'est purement et simplement une IVG qui n'a pas été espiée. Parce qu'il faut toujours espier. Même si c'est involontaire, il faut toujours espier. Si ce n'est pas espié, même 30 ans après, ça refait surface. Et quand ça finit de régler votre compte, ça rentre maintenant dans ses frères et sœurs. Parce que ça embête aussi. Comment vous faites pour tricher mes questions? Parce que je prépare toujours mes questions seule, mais je ne comprends pas comment vous faites pour parler. Là, vous êtes déjà entré dans les relations entre les interruptions volontaires de grossesse et Torosso, puisque vous avez parlé des kystes, des myomes, comment je veux dire, des perturbations qui interviennent dans le cycle menstruel. C'est tout, hein? C'est tout. Oui, c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, je voulais demander quels sont les impacts des IVG sur la femme, sur l'auteur de la grossesse et peut-être les potentiels frères et sœurs de cet enfant qui a été volontairement enlevé. Et là, vous abordez la question, donc parlez-moi. Oui, là, par exemple, parfois, beaucoup pensent que les conséquences des IVG, c'est seulement pour la femme qui a entretenu ou qui a gardé la grossesse. Non, hein. Le vrai auteur est un enfant. C'est-à-dire que l'homme qui a la base de cette grossesse-là, l'énergie aquatique va commencer par l'embêter lui aussi. Je voulais demander comment l'énergie aquatique c'est, mais je sais que vous savez. C'est une question de sens, justement. Ah oui. Parce que la femme peut faire l'IVG peut-être avec Ignace, et quelques temps après, elle va se mettre ensemble avec Isaac. L'IVG va remonter à Ignace. Et test génétique. Après avoir empêché la maman de concevoir avec Isaac, va remonter maintenant les traces d'Ignace et va commencer par lui couper les vivres. Un peu. Oh non, les corps à goudo. Un peu, va lui couper tout. Et c'est là qu'on va continuer, on dit... Voilà, pendant qu'on y est. Il y en a même des fois, on vous dit, c'est Torosu, mais c'est qu'il y a des jumeaux. Oui, c'est que il y a un lien, c'est qu'il y a parfois des IVG qui sont des jumeaux. D'accord. Donc, régler le problème de Torosu, vous êtes juste à mi-chemin. Vous n'avez encore rien fait. Non, si c'est des jumeaux, vous réglez le problème de Torosu, vous finissez avec lui. On est d'accord qu'on commence par régler d'abord ce problème. Le problème de Torosu, là, vous finissez avec lui. Lui dit, bon, ok, pour moi, c'est terminé. Mais retournez voir les jumeaux. Pour régler encore là-bas. Il faut retourner encore voir les jumeaux. Et chercher à savoir si c'est jumeaux de même sexe. D'abord, si c'est 2 ou si c'est 3 ou si c'est 4. Est-ce que c'est de même sexe? Est-ce que c'est une fille et un garçon? Est-ce que c'est 2 garçons? Donc, il faut détail là. Il faut ces détails-là. Et c'est après ces détails-là maintenant qu'on va les représenter pour les canoniser dans du bois sacré. Et les ramener maintenant à la maison comme si on est allé accoucher un enfant qu'on a ramené à la maison. Sinon, le problème demeure. Même si vous réglez le problème du Torosu, parce qu'il y a des fois où on sait que c'est un Torosu qui est là, qui embête. Et on a fini, on a fait tout ce qu'il faut pour le Torosu. Ça ne va pas toujours. Mais ça ne va pas toujours. Au contraire, ça s'empire davantage. Oui, parce que si vous réglez le problème du Torosu et que vous ne savez pas. Parce que le mal est que... C'est l'ignorance. Je ne sais pas n'existe pas dans l'invisible. En fait, c'est ça le problème. Eux, ils savent tout. Je ne sais pas n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas parce que vous avez fait Torosu, que vous ne savez pas qu'il y a jumeaux et que vous avez laissé. Pour eux, là, vous savez, vous avez laissé. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé. Dans l'invisible, nul n'est censé ignorer la loi. Même le bébé qui vient de naître, qui ne sait même pas l'existence du feu, s'il met son doigt dans le feu, ça va le brûler. Ça va le brûler. C'est le rôle du feu de brûler. Donc, c'est leur rôle. Donc, je ne sais pas, par rapport à celui qui a mis sa main là, n'existe pas chez eux. Donc, quand on règle le problème d'une partie et que l'autre partie n'est pas réglée, l'autre partie vicie encore davantage la situation, vous complique encore davantage la situation pour vous montrer que vous n'avez encore rien fait parce que vous n'avez pas réglé pour lui. Mais malheureusement, le Torosu pour qui on a réglé le problème là, n'agit pas. Il y a une certaine solidarité au niveau des divinités. Le Torosu n'agit pas, il laisse faire les jumeaux pour que les jumeaux aussi puissent retrouver leur compte. Donc, chacun prend son compte et attend que l'autre aussi. Maintenant, quand tout est terminé, ils se mettent maintenant ensemble pour vous apporter la prospérité. Ah, d'accord.
Ah, donc, la conclusion était très importante. Donc le Torosu agit également. Ils sont solidaires à l'intérieur. Toutes les divinités sont solidaires. C'est pas comme les humains. C'est les humains qui les séparent. Quand vous prenez Sakpata, il n'a rien d'antagoniste avec Torosu. Quand vous prenez Dana n'a aucun souci avec Tron. Tron n'a aucun souci avec Kenesi. Aucun. Ils sont de la même famille ensemble. Quand on prend Tron, on prend Minonala, les deux n'ont aucun souci. Entre eux là-bas, au fond, ils s'entendent. C'est les hommes pour leur problème d'ego. Pour montrer que c'est mon vaudou qui est seul bon. Dire que non, là-bas, là, c'est mauvais. Ici, là, c'est mauvais. Ici, là, c'est mauvais. Au niveau, quand vous prenez toutes les divinités là, elles ont en commun les feux liturgiques de purification. Elles ont en commun les éléments liturgiques du règne minéral. Elles ont en commun les éléments liturgiques du règne végétal et du règne animal. Donc, le plan ne se pose même pas. Donc, vous avez profité pour faire bout de la roue. Voilà. Donc, tout ce qui existe là, c'est l'ego des dignitaires ou des supposés dignitaires religieux qui les amène à dire que telle divinité-là est en antagonisme avec telle autre divinité ne supporte pas telle divinité, il n'y a pas d'antagonisme. C'est comme on dit, tout chemin mène à Rome, pourvu que tu prennes tout ce qui monte converge. Tout le reste là, c'est les hommes qui créent ces séparations-là entre l'invisible. Donc, je parlais de l'influence parce qu'en dehors du père qui a influencé, les enfants éventuels de cette maman-là est égal. Je parle de la maman, je précise. On a de chance, les 16 enfants-là vont payer le prix. C'est tout ce qui sort de son ventre-là. Le ventre duquel le Torosu est sorti là. Tout ce qui sort du ventre avant ou après sont influencés. En fait, j'ai dit parce que je sais qu'il y a un signe du phare. Peut-être vous allez faire rapidement cette digression avec nous. Il y a des signes où on vous dit il y a votre maman a fait un Torosu. Exactement. Ce Torosu-là que votre maman a fait, qu'on a négligé, le phare vous remonte ça pour dire c'est la cause. Et parfois, ça embête que vous allez prendre la maman, les enfants d'une même mère. Peut-être dans une polygamie ou non. Et tous les enfants de cette même mère-là ont tous des problèmes de la tête jusqu'aux pieds. Alors que juste à côté, les enfants des autres mamans n'ont aucun souci. Donc, il faut forcément remonter. Ça veut dire qu'ils ont une cause commune. Donc, il faut remonter à cette cause commune-là, la régler, et maintenant, tout le monde retrouve son salut. Donc, il ne faut pas penser que c'est seulement la maman que Torosu influence. Torosu influence et la mère qui l'a porté, et le père qui est l'auteur, et les enfants qui sont sortis des entrailles de cette mère qui a porté ce Torosu-là. Donc, c'est à tous ces niveaux-là que l'influence se situe. D'accord. Moi, je vais m'en arrêter là, si vous le permettez. On va prendre une pause, donc, si vous le permettez. On a qu'à aller à nos produits rapidement. D'accord. J'ai mis beaucoup de produits aujourd'hui. Je ne sais pas si les techniciens peuvent zoomer là-dessus. Je vais prendre les produits qui m'intéressent moi. D'abord, ceci, c'est la poudre toutou, je crois. Hein. Oui. La poudre toutou, ça fait quoi? La poudre toutou, c'est une poudre qui permet de corriger les angoisses. Il y a des gens, naturellement, ils ont des angoisses, ils sont angoissés pour un rien du tout, ils paniquent pour un rien du tout, ils ont peur pour un rien du tout. Et il y en a aussi qui paniquent, par exemple, lors des entretiens, lors des tests, lors des examens, par exemple. Les enfants paniquent et tout ça là. Et pour tout permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Et nous y a bondi. Et puis, on n'est pas stressé. On est serein. On est serein. On est zen. Voilà. Donc, c'est pour ces cas-là qu'on utilise la poudre toutou. D'accord. Donc, je vous promets, je vous ai dit la dernière fois qu'on parlera d'un produit. Je vais prendre ceci parce que j'ai vu que c'était en nombre. J'en ai pris suffisamment. Je vous laisse ça. Oui. Pour ceux qui veulent que vous parliez Yoruba, vous lisez ça et puis vous dites ça va, je sens que ça est le Yoruba. Oui, ça c'est. Oui, je vais montrer ça comme ça. C'est une connaissance Yoruba. C'est une connaissance Yoruba. On appelle ça Ayefeli Jimi, c'est-à-dire la nature pardonne-moi. Ah, donc quand on chante, on dit Ayefeli Jimi, c'est la nature pardonne-moi. Ah, c'est une supplication. Voilà. C'est pour dire à la nature, je reconnais que j'ai péché, maintenant il faut me pardonner. Je reconnais que j'ai transgressé, parce que là, c'est utilisé pour les transgressions. Et quand je parle des transgressions, il y en a de beaucoup d'ordres. Quand les transgressions, c'est les violations, c'est les violations. C'est les violations des principes de la nature, dont l'avortement en fait partie.
par exemple. Donc, quelqu'un qui j'ai bien choisi. Hein. Quelqu'un qui a eu à faire, par exemple, un avortement volontaire ou involontaire, ou est l'auteur, par exemple, d'un avortement, ou un enfant qui partage la même mère, le même ventre avec un enfant qui a été avorté, qui est reçu. En utilisant ça, ça repousse les influences négatives sur les individus. Pourquoi vous dites repousse? Ça repousse parce que ça nettoie toutes les influences négatives sur vous et ça permet de remettre votre compteur karmique à zéro. D'accord. Maintenant, il y a aussi les transgressions liées, par exemple, à son signe du phare, les transgressions liées à sa famille, par exemple. Il y a des familles, par exemple, qui ont des totems donnés et à un moment donné, pour une raison ou une autre, on viole ces totems-là, par exemple. Donc, il faut se laver avec Aïe-Feli Jimi pour nettoyer, expier, au fait, et systématiquement, cette transgression-là. Il y a des fois où on pose des actes qu'on regrette, peut-être des actes d'envoûtement contre des gens. Et là, tout envoûtement qui est fait contre un individu, vous avez péché contre la nature. Vous avez transgressé. Oui, parce que... Et donne-nous un. Oui, bien sûr. Quand vous dites vous faites une malédiction contre quelqu'un, c'est que vous avez transgressé, vous avez violé les lois de la nature. Parce que l'homme est un être de paix et devrait distiller la paix et l'amour partout. Donc, quand on commence par distiller, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours maîtriser sa colère. C'est très important. C'est très important. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut dire et ce n'est pas sur tout qu'il faut commenter. Vous serez peut-être agressé verbalement ou par des gestes et tout ça. Il faut toujours prendre soin de garder toute sa sérénité, de ne pas être perturbé pour rien du tout. Donc, en un mot, Aïe-Feli Jimi, c'est un savon par excellence c'est d'ailleurs, en milieu Yoruba Nago, c'est le savon le plus puissant en matière d'expiation et de purification, en fait. D'accord. Voilà. Bon. Mais je ne dis pas ça pour encourager les gens à venir acheter Aïe-Feli Jimi et commencer par faire des IVG à tout de bras. Non. Il faut. C'est pour sauver. Il ne faut pas exagérer. C'est pas pour encourager. Voilà. De toute façon, vous avez entendu, non? La nature garde tout. En fait, je insistais sur le mot repousser tout à l'heure parce que je me disais, ça veut dire que bon, je peux avoir la paix dans cette vie, mais peut-être que ça peut rattraper dans une autre vie. Vous savez, tout ce que nous faisons, les initiés ont cette possibilité de rééchelonnement de dettes donnée par la nature. Après. Ben oui, je sais que je dois, mais je ne vais pas payer. Oui, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est les initiés. Je sais, je dois à la nature, mais je ne paye pas dans cette vie. La nature n'a qu'à consigner ça et à la prochaine vie. Maintenant, c'est que malheureusement, la prochaine vie, la nature vous met dans des prédispositions où vous n'aurez plus la possibilité d'accéder à cette même connaissance pour provoquer un rééchelonnement de dette. Oui, parce que ça veut dire qu'il est temps que vous payiez votre dette. Que vous payez votre dette. Voilà. À ce moment-là, vous commencez pas par crier. D'accord. Donc, Aïe-Feli Jimi. Aïe-Feli Jimi pour les personnes qui ont commis des transgressions, des violations liées à leur totem, un avortement, par exemple. Vous avez des comportements fautifs et vous avez vu, quand vous maudissez quelqu'un, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand vous maudissez quelqu'un, vous avez transgressé une loi de la nature et vous allez payer. Donc le prophète dit, il faut rester calme, zen, même si les gens vous insultent, que les gens vous... Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, c'est très important. Et on a parlé également de la poudre toutou qui permet de calmer les angoisses, qui permet bien sûr, qui va accompagner les candidats aux différents examens, c'est ça. Hein. De toute façon, 97, 18, 13, 13, c'est ça. Hein. Je crois, oui, c'est ça. 97, non, je vous confirme que c'est ça. 97, 18, 13, 13, pour avoir plus d'informations sur ces différents produits qui sont là. Conclusion partielle, que retenir aujourd'hui? Que retenir aujourd'hui, nous allons dire que l'énergie aquatique, c'est une énergie qui nous influence, quoi qu'on soit votre peuplade, et qu'il est important de prendre les dispositions au cas où on a frustré du mal et d'une autre l'énergie aquatique, prendre les dispositions pour nettoyer, pour purifier, pour expier, et ça pour que cela n'affecte pas vos finances, vos acquis et également vos réalisations. Et nous vous avons proposé donc, nous, c'est la boutique du professeur Azar, Spiritus Mundi, le savon Aïe-Feli Jimi. Voilà, parce qu'on sait qu'un savon, c'est plus pratique, c'est plus facile à utiliser. Et c'est à base de produits naturels. Naturel, c'est à base des plantes. Voilà. J'ai vu également qu'il faut se laver avec une éponge neuve pendant 16 jours et ensuite jeter l'éponge. Éponge naturelle, éponge qu'on utilise d'ordinaire?
Oui, ça peut être naturel, comme ça peut les filer. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. D'accord. Pour vous que ce soit votre éponge personnelle, Voilà. propre à vous, quoi. Il ne faut pas partager. Et puis un savon pour une personne, 16 jours, vous finissez. Et puis vous passez à autre chose. Vous avez désormais de bons comportements. C'est très important. Je nous remercie. C'est vrai qu'on va prendre les questions des internautes tout à l'heure, mais on remercie toutes les personnes qui étaient là, qui ont tapoté, qui ont partagé ce direct. On vous dit vraiment merci et au plaisir de vous retrouver. On va prendre une pause et on revient.